Bonjour, je m'appelle Mbenda Gilbert. Je suis docteur en philosophie politique, chargé de cours et enseignant à la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Douala. Alors, ce jour, je voudrais vous parler de mon métier. De quel métier s'agit-il? Il s'agit du métier de professeur de philosophie. Alors, pour l'instant, ou alors pour le moment où je suis prof à l'université, je voudrais rappeler, n'est-ce pas, que dans mon passé très récent, j'ai d'abord été pendant 15 ans durant professeur de lycée d'enseignement général en philosophie. Alors, un autre métier, de quoi s'agit-il? D'abord, un prof de philosophie est un enseignant comme tous les autres. Et les tâches principales qui incombent à un enseignant, c'est entre autres enseigner, évaluer, remédier et accompagner également, n'est-ce pas, les apprenants dans leur cursus de formation. Et en ce qui concerne particulièrement le professeur de philosophie, alors notre discipline est assez particulière, il faut le préciser, parce que dans les années antérieures, la philosophie se faisait exclusivement en terminale. Mais depuis la dernière réforme pédagogique, l'enseignement de la philosophie a été ramené en seconde. Donc dorénavant, la philosophie s'enseigne en seconde A. Les séries scientifiques, n'est-ce pas, commencent à suivre cet enseignement en première. Donc, on peut dire que depuis quelques années, désormais, la philosophie s'enseigne au second cycle, tout le second cycle. Ce qui a aussi, n'est-ce pas, concomitamment entraîné une augmentation de la demande en professeurs de philosophie, puisqu'il fallait répondre à la demande croissante. Lorsqu'on sait effectivement que les classes du premier et du second cycle, n'est-ce pas, telles que la seconde et la première, sont souvent nombreuses au secondaire. Alors, je voudrais parler de l'enseignement de la philosophie, de ma profession, n'est-ce pas, sous deux aspects. D'abord, en commençant par l'enseignement de cette discipline, cette profession telle qu'elle est pratiquée au secondaire. Et ensuite, n'est-ce pas, je terminerai par cette profession telle que nous la pratiquons actuellement au supérieur. Donc, je peux naviguer entre les deux systèmes parce que, en tant que dans mon cursus professionnel, n'est-ce pas, j'ai exercé dans les deux, n'est-ce pas, dans les deux cycles, au supérieur et au secondaire. Alors, le prof de philosophie dans l'enseignement secondaire a une tâche délicate. Pourquoi c'est délicat? Parce que lorsque les élèves arrivent en seconde ou en terminale et qu'ils abordent pour la première fois la philosophie, ils sont pleins de préjugés. Des préjugés qui viennent, n'est-ce pas, du sens commun et de tout ce qu'on leur a raconté au sujet de la discipline. Et généralement, ils prennent le prof de philosophie comme un homme ou alors un enseignant à part. Et les anecdotes ne manquent pas. D'autres même, pendant la prise de contact, n'est-ce pas, s'interrogent si l'apprentissage de la philosophie n'est pas susceptible, n'est-ce pas, de conduire à l'égarement ou à la folie, puisqu'ils auraient entendu, n'est-ce pas, de part et d'autre que la discipline était bizarre. Donc la première tâche du prof de philosophie, n'est-ce pas, dans les classes secondaires, surtout en seconde par exemple, c'est d'abord de rassurer, n'est-ce pas, l'apprenant, de lui faire comprendre que certes la philosophie est une nouvelle discipline, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'elle a eu à entendre, n'est-ce pas, comme préjugé s'agissant de cette discipline. Donc cette tâche consiste essentiellement, n'est-ce pas, à briser les barrières qui sont susceptibles, n'est-ce pas, d'empêcher la formation et la transmission efficace, n'est-ce pas, des savoirs. Maintenant, alors l'enseignement de la philosophie est spécifique parce que cette spécificité tient également à la nature de cette discipline. Je tiens à rappeler que contrairement aux autres disciplines enseignées au secondaire où on est censé transmettre les savoirs, en philosophie, il n'y a pas un savoir à transmettre. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, la première particularité. Puisque en histoire, en physique, en mathématiques, il y a des savoirs qu'on transmet. Des savoirs que l'élève est censé, je veux dire, assimiler et pour pouvoir peut-être les restituer à un moment donné. Mais il est parfois, je veux dire, plus ou moins troublé par le fait qu'on lui dise que dans l'enseignement de la philosophie, effectivement, il n'y a pas un savoir à transmettre, un savoir positif à transmettre. Donc, en quoi consiste donc précisément la formation, n'est-ce pas, d'un élève dans les classes du secondaire? Alors, généralement, beaucoup d'élèves sortent du système secondaire sans avoir bien compris les compétences
qui sont censés acquérir lors des enseignements de philosophie. Et je vous dirais qu'il y a peut-être une seule compétence qui est la plus fondamentale qu'on doit acquérir lorsqu'on a suivi les enseignements n'est-ce pas, de philosophie tout au long de son cycle secondaire. Cette compétence s'appelle, en termes simples, l'esprit critique. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, l'esprit critique, si vous voulez, c'est un esprit de questionnement, un esprit, n'est-ce pas, de discernement. Il s'agit en quelque sorte de donner à l'élève, de cultiver en l'élève la capacité de se questionner, de prendre la distance pour non seulement remettre en question la société, son environnement, mais aussi d'interroger les fondements des savoirs jusqu'alors acquis. Et je dirais que l'esprit critique n'est pas simplement l'apanage du philosophe. Je pourrais dire que l'esprit critique est au fondement de tous les savoirs. Et la tâche principale du philosophe, effectivement, c'est d'amener l'apprenant à développer en lui la capacité de réfléchir par lui-même. Donc, il n'y a pas ici un savoir à donner, mais il faut simplement cultiver un certain état d'esprit. Développer chez l'apprenant ce qu'on pourrait appeler la vision rationnelle du monde. L'environnement africain est assez particulier. Il est rempli de préjugés et de superstitions qui font en sorte que généralement, les événements qui surviennent dans la société, dans notre environnement, ne sont pas expliqués rationnellement. Et de plus en plus, on a tendance à faire recours aux phénomènes surnaturels, magico-religieux, pour apporter une explication aux phénomènes, n'est-ce pas, qui surviennent dans notre environnement et auxquels on ne parvient pas à donner une explication immédiate. Donc, l'une des tâches de la philosophie, n'est-ce pas, dans les classes du secondaire, c'est effectivement d'amener l'élève à comprendre que la raison est le fondement et le critère de la connaissance. C'est par la raison que l'homme se distingue des autres êtres vivants inférieurs, et c'est par la raison que l'homme peut construire, n'est-ce pas, les savoir-faire nécessaires qui peuvent lui permettre effectivement, j'allais dire, de transformer son environnement. Parce que le monde humain est un monde culturel. Et il est donc un monde produit par notre intelligence, par notre savoir-faire. Et le fondement de ce pouvoir, c'est la raison. Et le problème est que dans notre environnement, surtout, n'est-ce pas, africain, le pouvoir de la raison est minimisé. Il est minimisé, n'est-ce pas, au profit des pouvoirs, entre guillemets, divins, n'est-ce pas, ou mystiques. Mais c'est que les gens n'arrivent pas à se rendre compte, effectivement, que si l'Afrique a pour ambition de sortir ce développement, c'est parce qu'il aura développé son savoir, ou ses savoirs, et ses savoir-faire. Et le fondement de tout cela se trouve en la raison. Donc c'est comme pour dire que, et arriver à faire comprendre aux apprenants qu'ils ont un pouvoir qui sommeille en eux, qu'il s'agit de réveil. C'est le pouvoir de la raison, de croire en la capacité de la raison, et de savoir que les solutions à leurs problèmes ne se trouvent pas au ciel, et sont dans leurs esprits et entre leurs mains. Ça, c'est, si vous voulez, la tâche principale de l'enseignement de la philosophie, n'est-ce pas, au niveau secondaire. Et on est parvenu, j'allais dire, à cultiver en soi, à inculquer, n'est-ce pas, chez l'apprenant cet esprit critique, je pense qu'on a fait quelque chose d'essentiel qui pourra, n'est-ce pas, lui être utile dans toutes les autres disciplines. Parce qu'il faut dire, pour rappeler, n'est-ce pas, je vais dire, une formule qui est devenue, je vais dire, canonique, la philosophie est la mère des sciences. La mère des sciences en ce que tous les autres savoirs n'ont pu se développer que parce que la philosophie a pu opérer cette rupture radicale entre le mythe et la raison. C'est-à-dire qu'avant que les hommes ne comprennent qu'ils doivent se servir de leur entendement, de leur raison pour expliquer le monde, ils avaient l'habitude, n'est-ce pas, de recourir à la mythologie, c'est-à-dire au récit imaginaire, pour expliquer leur environnement. Donc, la philosophie naît de ce que les hommes, les premiers philosophes, parviennent à démontrer que pour comprendre l'univers, il faut faire recours, il faut s'appuyer sur la raison et non sur autre chose. Et c'est en cela, c'est cette rupture radicale entre la mythologie, entre le mythe et la raison, qui est au fondement, n'est-ce pas, du développement de tous les autres savoirs. Et c'est pour cette raison qu'on dit souvent que la philosophie, n'est-ce pas, est la mère de toutes les sciences, parce qu'effectivement, en libérant la raison du joug de la mythologie, alors elle a permis à ce que tous les autres savoirs puissent, n'est-ce pas, éclore.
Voilà grosso modo, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire de l'enseignement de la philosophie au niveau secondaire. Je dirais à cela que la philosophie a une dimension morale, éthique incontournable. Il s'agit non seulement, n'est-ce pas, de faire acquérir aux apprenants un ensemble de savoirs, mais également de leur inculquer un ensemble de valeurs citoyennes, telles que la tolérance, telles que la paix, telles que la justice. Ces valeurs sont importantes, n'est-ce pas, pour le vivre ensemble, n'est-ce pas, en société, pour la cohésion sociale. Alors, c'est ce que je peux dire, n'est-ce pas, grosso modo, par rapport à l'enseignement de la philosophie au niveau secondaire. Maintenant, quant aux tâches professionnelles particulières, n'est-ce pas, qui revient à l'enseignant, et bien évidemment, l'enseignant dans ce système, et dans le nouveau système, dans le nouveau paradigme pédagogique qu'on appelle l'approche pédagogique par les compétences, n'est-ce pas, en vigueur au secondaire depuis quelques années maintenant, l'enseignant est simplement le facilitateur. C'est-à-dire qu'il doit accompagner ses apprenants dans cette dynamique de quête et de construction du savoir. C'est un métier, j'allais dire, qu'on compare généralement au sacerdoce, parce qu'il faut y mettre du sien entièrement. Il faut aimer son métier, mais aussi, n'est-ce pas, il faut aimer les personnes, n'est-ce pas, qu'on est censé former. Voilà pourquoi on dit souvent que celui qui s'engage dans l'enseignement, n'est-ce pas, doit pouvoir se demander si vraiment il a la vocation pour ce métier, au risque, n'est-ce pas, d'être malheureux dans sa profession. Je vais évidemment dire que notre environnement aujourd'hui, par exemple au secondaire, est devenu de plus en plus compliqué à cause, n'est-ce pas, je vais dire, de notre environnement de travail. Le phénomène de violence est de plus en plus récurrent. Nos apprenants ne sont plus aussi respectueux qu'ils étaient auparavant. Donc aujourd'hui, ils n'hésitent même pas à s'en prendre, n'est-ce pas, à la personne physique de leur formateur, ce qui complique, n'est-ce pas, de plus en plus la tâche de mes collègues, n'est-ce pas, au niveau secondaire. Donc, je ne saurais être exhaustif. Il y en aura encore beaucoup à dire, n'est-ce pas, par rapport à ce métier au secondaire. Et je vais faire, n'est-ce pas, un pas supplémentaire vers le supérieur, mais sachant que nous sommes toujours dans l'enseignement. Et les tâches principales d'un enseignant restent les mêmes, qu'ils soient au secondaire ou au supérieur. Maintenant, au niveau supérieur, il faut savoir que la philosophie au niveau secondaire est, j'allais dire, est une phase d'initiation. Et au supérieur, on est déjà au niveau de l'approfondissement et de la spécialisation. Et si au secondaire, on avait un prof de philosophie qui enseignait toutes les notions et toutes les questions de la philosophie, au niveau supérieur, on passe à la spécialisation, où on a des enseignants qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine particulier de la philosophie. Alors moi, particulièrement, je vous parle, je suis spécialiste de la philosophie politique et morale. Donc, ce sont ces cours, c'est ce domaine, n'est-ce pas, de formation qui est le mien, et ce sont ces cours que je dispense essentiellement ici, n'est-ce pas, à l'université, et hormis, n'est-ce pas, d'autres cours, je vais dire, connexes ou transversaux, en rapport, par exemple, avec la méthodologie et consorts. Alors ici, à l'université, il est plutôt question maintenant d'initier, d'approfondir, n'est-ce pas, l'initiation des apprenants qui a été entamée au secondaire. Alors, à travers, si vous voulez, la connaissance des auteurs de l'histoire de la philosophie. Parce qu'il y a une différence particulière entre enseigner la philo secondaire et enseigner au supérieur. C'est qu'au secondaire, nous partons des notions vers les auteurs, alors qu'au supérieur, nous partons des auteurs vers des notions. Et ce qui permet donc, j'allais dire, n'est-ce pas, d'approfondir les connaissances et de former des spécialistes dans tel ou tel domaine. Alors, pour faire simple, pour être plus précis, au supérieur, par exemple, en ce qui concerne mon département, on a des spécialités suivantes. Philosophie politique et morale, à l'intérieur de laquelle on a des sous-spécialités telles que la bioéthique, l'éthique écologique. On a également la philosophie des sciences, qu'on appelle également l'épistémologie. Nous avons également l'histoire de la philosophie et, n'est-ce pas, la métaphysique. Ce sont là, j'allais dire, les 4 filières, les 4 domaines de formation, de spécialisation, n'est-ce pas, qui sont ouvertes au sein de notre département de philosophie à l'Université de Douala. Alors, cette formation, elle est donc dispensée par, elle est faite, n'est-ce pas, par des enseignants en fonction de leur spécialisation. Et donc, ici, on a des tâches d'enseignement et de recherche. Parce que l'enseignement supérieur, ce n'est pas seulement l'enseignement, il y a aussi la recherche. Puisque même l'évolution de carrière, n'est-ce pas, de l'enseignant supérieur est aussi conditionnée par, j'allais dire, les activités de recherche qu'il mène.
et cette recherche est censée accompagner le développement. Donc, en plus des cours qu'on est censé préparer et dispenser, et ici, il faut le dire, la préparation des enseignements est assez exigeante, puisqu'il faut lire un certain nombre de livres pour pouvoir préparer l'enseignement, mais aussi, pour faire, être en mesure de le dispenser et d'accompagner ses apprenants. L'autre activité, n'est-ce pas, du prof du supérieur est aussi l'encadrement, n'est-ce pas, des étudiants en cycle de recherche, soit en master, n'est-ce pas, soit en doctorat, cela en fonction des grades, n'est-ce pas, professionnels. À l'université, seuls les professeurs de rang magistral, c'est-à-dire les maîtres de conférences et les professeurs titulaires, assurent l'encadrement des thèses. Alors, les chargés de cours, n'est-ce pas, comme moi par exemple, n'assurons que l'encadrement, n'est-ce pas, des étudiants au niveau master. Alors, donc, voilà, si vous voulez, grosso modo, les tâches et le métier de l'enseignant de philosophie. Alors, on pourrait me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour devenir enseignant de philosophie? Soit au secondaire, n'est-ce pas, ou alors au supérieur. Alors, au secondaire, il faut dire qu'il y a deux catégories d'enseignants, n'est-ce pas, au secondaire. Il y a les enseignants, n'est-ce pas, du lycée, les professeurs du lycée, et il y a aussi, n'est-ce pas, les enseignants du privé, c'est-à-dire les collègues de l'enseignement privé. Alors, pour être professeur de philosophie au secondaire, il faut passer par une école normale supérieure. Donc, on passe un concours, on entre dans l'école normale supérieure avec une licence et on se forme pendant 2 ans. On se forme, n'est-ce pas, à enseigner la philosophie aux apprenants. Ça, c'est la voie, je vais dire, étatique, la voie officielle. Un professeur de philosophie secondaire est d'abord un normalien. Il a non seulement fait la philosophie au secondaire et au supérieur, il a une licence au minimum, et il est allé à l'université, à l'école normale supérieure, apprendre la didactique, n'est-ce pas, apprendre à enseigner, n'est-ce pas, la philosophie aux apprenants. Les collègues, n'est-ce pas, qui sont au privé, eux, ils n'ont pas peut-être la possibilité, ils ne sont pas forcément passés par les écoles normales, mais ils ont au moins une licence, soit qui leur donne la possibilité et les compétences, n'est-ce pas, d'enseigner la philosophie au secondaire. Ils sont également, n'est-ce pas, soumis à des formations continues qui sont organisées par les inspecteurs pédagogiques régionaux, n'est-ce pas, pour leur permettre de se mettre dans la tâche, de s'approprier, j'allais dire, des rudiments, n'est-ce pas, de pédagogie qui sont nécessaires à leur discipline. Maintenant, pour le supérieur, alors, pour être enseignant de philosophie au supérieur, tel que les textes le disent, il faut avoir au moins un master. Puisque les textes sont officiels, on ne peut être recruté à l'université comme enseignant que si et seulement si on a au moins un master académique. Okay. Alors, avec un master académique, on est recruté comme assistant, comme enseignant assistant. Et on ne peut devenir enseignant chargé de cours que si on a non seulement validé sa thèse, mais aussi rempli un certain nombre de conditions relatives à l'enseignement et à la recherche. Voilà. Donc, je finirai peut-être sur une question qui est plus ou moins polémique. La question relative à l'importance de la discipline. Parce que beaucoup se demandent à quoi ça sert, à quoi sert la philosophie, pourquoi l'enseigne-t-on. Exactement. Alors, et évidemment, c'est une question qui est récurrente. Je commencerai par répondre en disant que nous, on est dans un environnement hyper compétitif. Un environnement où tout ce qui est inutile finit par mourir, n'est-ce pas, de sa propre mort et disparaître. C'est en quelque sorte, n'est-ce pas, un environnement darwinien où il y a une sélection naturelle, n'est-ce pas, des espèces, et ce qui n'est pas important finit par mourir. Mais il me semble que si la philosophie, n'est-ce pas, a survécu depuis ses premiers balbutiements, n'est-ce pas, dans l'antiquité gréco-pharaonique, en passant par l'antiquité gréco-romaine jusqu'à nos jours, ça veut dire qu'elle sert à quelque chose. Et elle sert à quelque chose, je l'ai dit, n'est-ce pas, dès l'entame de mon propos, elle est là d'abord, n'est-ce pas, pour la formation des esprits, pour développer, n'est-ce pas, les compétences et les capacités de réflexion personnelle, n'est-ce pas, de chaque individu, de chaque être humain. Outre cela, il faut bien se dire que le monde est complexe et que le savoir en lui-même est complexe. Et généralement, les philosophes ont la capacité et les compétences de poser des problèmes et d'en apporter, n'est-ce pas, une analyse que d'autres disciplines ne sauraient apporter.
Et donc, chaque discipline a son importance. Et si l'État continue à investir de l'argent pour former les philosophes, et pour que ces philosophes eux-mêmes, n'est-ce pas, aillent enseigner, c'est parce que bel et bien, on sait que la philosophie est nécessaire. Et autre chose, que je peux apporter, n'est-ce pas, au crédit de la philosophie, si on prend l'histoire, n'est-ce pas, de l'Occident, vous allez voir effectivement que toutes les grandes révolutions, qu'elles soient scientifiques, techniques ou, allez dire, sociales, ont été portées, pensées et impulsées par les philosophes. Prenons simplement le cas de la modernité. La modernité vient de ce que, effectivement, les penseurs, les philosophes tels que René Descartes, tels que Francis Bacon et bien d'autres ont décidé effectivement de rompre avec la logique du Moyen-Âge qui voudrait que la raison reste sous la domination de la foi. Et on sait très bien que le Moyen-Âge, du point de vue intellectuel, n'est-ce pas, a été un long passage à vide, n'est-ce pas, pour les savoirs. Et ce sont les philosophes, n'est-ce pas, qui ont impulsé le mouvement qui aboutira, n'est-ce pas, à la Renaissance et à la révolution scientifique et technique dont, n'est-ce pas, le monde occidental a bénéficié. Et je pense que pour revenir à notre contexte africain d'aujourd'hui, alors la philosophie est encore davantage nécessaire pour notre contexte. Parce qu'il faut, j'allais dire, créer un environnement culturel propice au développement de la science. Parce que notre environnement, je le répète encore, est englué dans un ensemble de superstitions par une sorte d'omniprésence, n'est-ce pas, du phénomène religieux qui a tendance, je vais dire, à reléguer et à minorer le pouvoir de la raison. Alors que nous savons très bien que le combat que l'Afrique a mené aujourd'hui, c'est le combat du développement. Et ce combat-là ne peut pas se faire si on n'est pas parvenu à développer, n'est-ce pas, chez les Africains, une masse critique, n'est-ce pas, de personnes qui ont finalement compris que l'arme fatale de l'être humain, l'instrument le plus important, n'est-ce pas, pour l'être humain, c'est la raison qu'il doit développer. Cette raison qui a une dimension, elle va dire théorique ou logique, relative, n'est-ce pas, relative à la construction de savoir et de savoir-faire, mais aussi une dimension pratique, n'est-ce pas, relative à la morale, à l'éthique, puisque les deux vont ensemble. Donc, voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à notre métier. J'espère, n'est-ce pas, avoir répondu à certaines de vos attentes. Je vous remercie. Merci à vous de votre temps.